Merci, bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation. Je salue le fait que pour la 8e fois consécutive, mais avec quel succès aujourd'hui, vu la fréquentation, vous réunissez ici, et le symbole a toute sa valeur, dans un lieu public à l'Université de Genève, à l'impulsion de CREA, les acteurs du numérique. 8 ans consécutifs, ça montre le chemin parcouru, mais ça donne aussi un peu d'espoir. Et c'est le premier propos que je voulais vous adresser aujourd'hui, au nom de la République et canton de Genève. Je suis content pour une fois d'être devant une salle où je pars de l'idée que les questions ne vont pas nécessairement commencer toutes tout à l'heure par « ne craignez-vous pas que »,« n'avez-vous pas peur que », etc., etc. Ce que j'entends d'ordinaire, notamment lorsque j'ai un public en face de moi d'entrepreneurs ou de citoyens qui, lorsqu'on vient sur la question numérique, sont en général tétanisés pour de bonnes raisons, pour des raisons tout à fait légitimes. Si je pense ici à simplement la presse quotidienne, à l'intrusion des robots dans notre monde. La semaine passée, c'était une polémique durant la trêve des confiseurs sur la transformation des caissières en robots. Une polémique qui est tout à fait fondée. La question peut se poser. Reste à savoir comment on la pose. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour, vous l'avez entendu, une brève introduction. Quelques mots pour vous dire quelle est ma conception du rôle de l'État dans la perspective numérique. Puis ensuite, j'ai voulu que ce soit vraiment interactif, pouvoir répondre à des questions, être interpellé et, le cas échéant, prendre peut-être des idées, être à votre écoute. Alors, mon propos liminaire, il est extrêmement simple. La politique, c'est quoi et pourquoi on l'a introduit dans le programme d'aujourd'hui? La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Ça suppose deux choses, faire preuve de discernement, identifier ce qui est nécessaire, et ce n'est pas la chose la plus facile, je vais y revenir dans un instant, et puis ensuite c'est l'art de concrétiser, de rendre possible. Aujourd'hui, je pense que dans le domaine numérique, en Suisse, on n'identifie pas ce qui est nécessaire, et donc fatalement, on ne le rend pas possible. Mon constat est très clair, on est à des années-lumière de faire ce qu'on devrait faire. On en a là aussi un brillant exemple dans l'actualité. Si vous regardez la prise de position de la Confédération, et je suis très critique par rapport à celle-ci, elle consiste à dire, comme souvent lorsqu'on parle d'économie en Suisse, oh, on fait confiance au numérique, tout se passera bien, on n'intervient pas, surtout ne pas réguler, bon, a priori, pourquoi pas, enfin, on verra bien, on fait confiance à la main du marché. Alors, rendre possible ce qui est nécessaire, je le disais il y a un instant, c'est commencer par identifier, faire preuve de discernement, identifier quels sont les trends. Qu'est-ce qui va bouleverser nos habitudes? Qu'est-ce qui va changer profondément nos approches, et notamment nos approches économiques? Et ma première difficulté, comme politicien, c'est de trouver le temps. Vous voyez, aujourd'hui, j'aurais aimé travailler avec vous toute la journée, c'est malheureusement pas possible, mais trouver le temps et l'inspiration pour identifier ce qui, dans même pas 5 ans, mais peut-être 2, 3 ans, respectivement à une échelle de temps plus longue, 5 ans, 10 ans, va représenter les bouleversements majeurs pour notre économie. Mon job de ministre de l'économie, c'est de préparer et d'amener les entreprises à identifier ce qui va faire que demain, elles seront toujours là, toujours présentes sur le marché, qu'elles pourront répondre toujours à satisfaction aux besoins des consommateurs, à l'attente des clients et des usagers, et c'est valable aussi pour les administrations publiques, mais de faire en sorte qu'elles s'y préparent parce qu'aujourd'hui, tout s'accélère, tout se précipite. Et donc, ma première difficulté, c'est le travail de pédagogie, faire en sorte que, notamment dans le monde politique, qui n'est pas le plus perméable aux évolutions numériques, que notamment dans le monde politique, on ait la capacité de cerner les enjeux et de les percevoir comme une opportunité plutôt qu'une difficulté. Ce n'est pas qu'un slogan. Quand j'évoquais tout à l'heure, et c'est fréquemment mon cas lorsque je fréquente des soirées politiques et des débats, régulièrement, le numérique est invoqué comme un facteur de peur, comme un enjeu inquiétant, comme une menace, comme la perception d'une réelle difficulté, comme quelque chose contre lequel il faut se dresser et lutter. Le premier enjeu pour moi, c'est faire de la pédagogie et montrer qu'on a là en réalité une opportunité. Pas être béat et naïf, bien évidemment qu'il y a des risques. Vous avez eu, je crois, l'occasion ce matin de vérifier à la faveur d'un exposé assez percutant, m'a-t-on dit, sur l'intelligence artificielle, à quel point les risques étaient présents et d'une forte acuité. Mais plutôt que de subir, il faut essayer de participer, d'accompagner le mouvement et d'avoir une prise dessus. Et donc, des journées comme celle-ci, l'activité tout au long de l'année du CREA et de l'Université de Genève, je salue le professeur Badiot qui me succédera dans quelques instants, sont essentielles. Le premier rôle de l'État, en réalité, et du politique, c'est de faire en sorte que ces plateformes, ces tables rondes, ces discussions, cette effervescence autour du numérique puissent se réaliser et qu'on puisse prendre conscience de cet enjeu et l'aborder, si ce n'est positivement, en tout cas de façon neutre. C'est ce qu'essaye de faire l'État de Genève et je pense que c'était le sens des remerciements d'Arnaud. C'est peut-être dans une modeste mesure ce
ce à quoi je prétends qu'on a réussi ensemble à faire quelque chose, c'est de créer des espaces et de ponctuer l'année de débats, d'interventions pour montrer que cet enjeu de la digitalisation de la société, elle va toucher tout le monde et qu'il vaut mieux l'aborder franchement et frontalement que d'attendre qu'il nous tombe dessus comme une enclume tomberait sur un moustique, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a. Et puis, je le disais tout à l'heure, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, rendre possible, faire. Une fois qu'on a identifié ce qui était nécessaire, ce vers quoi on va, eh bien, il faut agir, mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là que je perçois encore une marge de manœuvre énorme. Non seulement on a une certaine fracture digitale dans la compréhension des enjeux, mais en plus de ça, on y va à la pince à sucre, là où il faudrait y aller massivement. Et j'ai vu, c'est là aussi l'actualité qui nous sert un bel exemple, ce matin, l'Office fédéral de la statistique qui sortait le chiffre impressionnant dans l'absolu, modeste, si on le prend de façon relative, de 15,7 milliards de francs suisses investis l'année passée, en 2016, par les entreprises privées, par les acteurs économiques suisses dans la recherche et le développement. Beaucoup, presque 16 milliards. En réalité, c'est 10% de plus seulement que la somme investie pour les mêmes activités de recherche et développement 5 ans plus tôt. Et là, on est vraiment en retard. On est très en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres collectivités. Les pays aujourd'hui jouent un rôle moins important que les villes. Je crois beaucoup à la force des villes, les collectivités publiques locales qui représentent des vrais laboratoires, ou les régions. Si on prend la seule ville de Genève, c'est un confetti. On peut élargir à l'ensemble de la région romande, ou à tout le moins à la région du Grand Genève. Et donc là, l'enjeu pour moi, c'est, avec des acteurs comme vous, aussi hétérogènes que vous êtes, des entrepreneurs, des étudiants, des acteurs des administrations, faire en sorte que Genève tire son épingle du jeu. On a lancé pour ça le Genève Lab, qui, centré sur l'administration, doit nous permettre de trouver des nouvelles formes de participation. Et quel endroit plus rêvé que la Suisse et sa démocratie directe pour inciter le citoyen à s'approprier le sujet. On a évidemment les dispositifs déjà existants d'incubateurs qui présentent un certain succès à Genève dans le domaine des sciences de la vie, mais pas seulement, qui doivent nous permettre là de transcrire le numérique dans des domaines prospectifs et notamment dans le domaine de la santé qui nous semble parmi les plus prometteurs. Et puis, plus généralement, je dois arriver comme ministre de l'économie à convaincre toutes les branches d'activité de notre canton, à commencer par celles qui sont des piliers fondamentaux, la banque et la finance, qui est encore un peu rétive, disons-le franchement, au fintech, le domaine de l'horlogerie, qui a de la peine à s'y mettre aussi, le domaine évidemment du négoce, du commerce de gros, à imaginer avec elles la façon dont on va pouvoir transcrire cette révolution numérique, qui ne se limitera pas, je me tue à le dire, et je sais que j'en ai pas besoin de vous en convaincre, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà convaincu, le numérique qui ne sera pas juste un moyen d'augmenter notre productivité, c'est une approche fausse et traditionnelle et dépassée que de considérer que l'informatique, pour le dire trivialement, c'est des gains de productivité. Non, véritablement, à concevoir la digitalisation de la société comme une révolution copernicienne, comme quelque chose qui nous amène à nous regarder différemment et à redynamiser non seulement notre économie, mais notre façon de vivre ensemble. Donc voilà le credo que je voulais poser devant vous, avec cette petite phrase qui est centrale dans mon action politique et qui n'est pas facile parce que tous les jours l'actualité nous ramène à du trivial, à du quotidien, et se projeter, c'est pas forcément naturel pour un politicien. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, et ça suppose donc d'identifier ensemble ce qui est nécessaire. Je me réjouis de vos questions, et j'y réponds volontiers dans quelques instants. Voilà, alors... Merci à Pierre Maudet pour cette introduction. Je vois déjà une main qui se lève là. Je ne sais pas si on a les assistants micro qui sont... je donne le mien là. Je remercie Peter Loosli, toujours affaire de Voltaire, co-constructeur du Grand Genève. Monsieur le conseiller d'État Maudet, 2 questions bien brèves. Vous avez mentionné ce rapport du SECO et du secrétariat d'État fédéral à la recherche qui est sorti hier. Ouais. Vous avez tout de suite profité de cette occasion pour être dans l'actualité, pour critiquer son parti pris du laisser-faire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Deuxième question, toujours dans l'actualité, vous venez de nommer un nouveau responsable de la promotion économique genevoise hier, respectivement notre gouvernement cantonal. Est-ce que M. Nicolas Nicli a dans son cahier des charges déjà une ligne spécifique qui concerne les conditions cadres du développement de l'économie numérique à l'échelle de la République canton de Genève? Merci pour ces 2 très bonnes questions. À la première, je réponds ce qui suit. Je pense que le rapport qui a été produit hier est un rapport de grande qualité.
Je pense que le secrétariat à l'économie et le secrétariat à la formation, à la recherche et à l'innovation sont deux entités qui sont très compétentes dans la capacité d'analyse. Mais je pense, et vous l'avez indiqué dans votre question, qu'il y a un biais, il y a un parti pris politique qui est celui que je critique, qui est de dire « laissons faire ». Alors si c'est laisser faire pour ne pas surréguler, c'est juste. Et je vois aujourd'hui les difficultés que j'ai comme ministre de l'économie à gérer dans le domaine de la mobilité au carrefour du public et du privé, pour le dire autrement, des taxis, une loi qui est dépassée, que j'ai fait réviser pour faire cohabiter un dispositif disruptif comme celui d'Uber et des taxis traditionnels. De ce point de vue-là, l'arsenal législatif aura toujours un cran de retard, mais on a aussi besoin de rassurer une partie de la population sur le fait qu'il y a des règles qui existent et qu'elles sont appliquées. Donc la dérégulation, ou en tout cas le fait de ne pas surréglementer, me semble juste dans l'approche, mais à tempérer en termes de dosage. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas, au terme de ce rapport, quand même une impulsion politique plus forte pour notamment tenir, au niveau du Conseil fédéral, un discours à l'endroit de l'économie suisse, et pas seulement des grandes entreprises multinationales qui ont les moyens d'accéder au think tank, de se payer des consultants qui vont leur dire, après suivent-elles ou pas les conseils, c'est autre chose, ce qu'elles devraient faire pour rester up-to-date, mais que le tissu de nos petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% de la vitalité de notre économie, saisissent aussi, et dans certains domaines, c'est encore une terre totalement en jachère, l'importance de l'enjeu de la digitalisation. En donnant le message, on va laisser faire, puis on fait confiance à l'économie, à mon avis, on se trompe. Mais encore une fois, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de venir dans une idéologie d'économie planifiée pour dire ce qu'il faut faire. Je vous donne un autre exemple. J'étais récemment à New York en famille, entre Noël et Nouvel An. À New York, entre Noël et Nouvel An, il faut se lever de bonne heure pour trouver un restaurant de disponible. Aujourd'hui, tout se réserve par smartphone à l'avance, avec cette chance extraordinaire de pouvoir, en fonction des goûts et des couleurs et de sa localisation, trouver chaussures à son pied. Et évidemment qu'aujourd'hui, j'en ai pris conscience en particulier dans cette ville qui est pour moi un beau symbole de l'accélération qu'on a connue ces dernières années, on a de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé, c'est un fait de société, et on n'a plus 2 heures peut-être comme on l'avait par le passé pour aller déjeuner. Donc on veut à l'avance non seulement réserver le restaurant, mais voir ce qui est disponible dans le menu, peut-être identifier en fonction de ses préférences ce qu'on va demander de concocter au cuisinier, qui va prendre les devants, et puis là où avant le restaurant faisait un service, maintenant il en fait 2, grâce à l'accessibilité via son site à ses prestations. Savez-vous à Genève combien de restaurants, parce qu'on a un peu finalement le même public, ont ne serait-ce qu'un site internet pour indiquer le numéro de téléphone par lequel on pourra éventuellement tenter d'accéder à une réservation? Même pas 1 sur 2. Mon rôle comme politicien, c'est de dire aux restaurateurs genevois, il y en a 2800, ils dépendent de mon département s'agissant de la patente, attention, on est entré dans l'ère numérique. Ne serait-ce que d'avoir une vitrine sur Internet, c'est important, mais attention, les trends qui viennent, notamment outre-Atlantique, c'est ceux-là. Vous pouvez développer votre business, augmenter la capacité d'absorption de clients, satisfaire davantage, c'est pas que de la productivité, les goûts qui sont ceux que portent précisément vos clients. Et là, je pense que Berne, c'est pas son rôle de le faire pour les restaurants, mais passe à côté, et notamment le Conseil fédéral, d'une parole forte pour dire attention, n'ayez pas peur, ayez confiance, investissez, on va vous aider, on va créer les plateformes pour susciter l'intérêt là autour. Et ça me permet de répondre à votre deuxième question. Vous avez décidément bien suivi l'actualité. On a annoncé effectivement hier la création au niveau cantonal, non plus d'un strict service de la promotion économique, mais une direction générale, c'est plus important dans la sphère de l'État, du développement économique, de la recherche et de l'innovation. Et ça, c'est totalement nouveau. Vous allez me dire, qu'est-ce qui décoiffe là-dedans? Ce qui décoiffe, c'est que pour la première fois, le Conseil d'État a décidé d'attribuer au département de l'économie, on brise un tabou, la recherche, c'est-à-dire les hautes écoles. Alors, l'université ne dépendra pas de moi, elle continue de dépendre du département de l'instruction publique, mais sur des aspects comme le campus biotech, comme l'interaction entre le public et le privé à travers les sommes qu'on investit via l'université, et on en est fiers, on investit pas mal là-dedans, les hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, on rassemble ça sous un chapeau économique, mais économique au sens large, avec clairement une mission, et là je réponds à votre question dans le domaine de l'innovation. Monsieur Nigli, qui a été désigné, qui est aujourd'hui dans la diplomatie, qui est le chef de la division économique de l'ambassade de Suisse à Londres. L'idée, c'est de lorgner un petit peu du côté de ce pays touché par le Brexit pour voir ce qu'on pourrait éventuellement attirer ici à Genève, et bien de faire en sorte que ce nouveau patron du développement économique ait aussi dans son domaine l'innovation avec une mission claire en lui disant les conditions cadres de l'économie, c'est pas que la fiscalité, votez oui à RIE3 s'il vous plaît,
ça n'est pas que, on peut en débattre après, ça n'est pas que le franc fort, ça n'est pas que, et c'est important aussi, l'accès au talent, c'est-à-dire l'immigration, mais c'est au moins un quatrième paramètre qui est celui de l'innovation, la réceptivité à l'innovation et la capacité aussi d'attirer par exemple du venture capital. Donc clairement dans son cahier des charges, il y a une ligne et même plusieurs sur l'innovation, sur les moyens d'attirer ici la capacité de doper l'innovation. Puis je finis sur un point qui m'a déçu dans le rapport fédéral. Je pense, je viens de vous le dire, que l'économie devait aussi avoir un regard sur ce qu'il fait en termes de formation. La formation, c'est une condition cadre clé. Je pense que Berne devrait être conséquente. Si aujourd'hui, on veut vraiment avoir une politique du numérique, alors il faut investir, il faut mettre de l'argent, et en mettre pas mal pour doper également le soutien à ce domaine-là. C'est ce qu'on veut faire, pardonnez-moi pour la deuxième minute de pub, à travers RIE3. RIE3 à Genève, c'est une ponction spécifique de 0,3% de l'impôt sur le bénéfice durant 5 ans pour constituer une fondation dévolue à l'innovation et faire en sorte que chaque franc public investi, il y en aura pour plusieurs dizaines de millions, fasse écho à des francs privés investis comme on a connu le modèle dans d'autres pays. Et Dieu sait si on a besoin de toute cette dynamique digitale pour toutes les entreprises qui viennent s'installer, parce que je crois que c'est un des critères. Ils vous posent vraiment la question quand ils ont envie de venir s'installer, à quoi ils ont accès finalement. Bon, la première question, honnêtement, c'est taxe. Bah oui. Oui, bah, il faut toujours un point d'entrée. Donc votez RIE3. Cette fois, c'est moi qui l'ai dit. Non, mais au-delà de ça, oui, mais justement, nous, notre ambition, c'est pas d'attirer tout ce qui bouge et, tel un attrape-mouche, de faire un dumping fiscal éhonté, parce que personne ne sera gagnant au final. Là, je vais être très clair là-dessus aussi. Donc, pour nous, très rapidement, mais c'est une petite révolution au sein de la promotion économique, c'est d'aligner dans les atouts le cluster ou les clusters qu'on crée. Vous avez employé à juste titre le terme de dynamique digitale, de montrer qu'il y a une dynamique, qu'il y a un mouvement, puis qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'écosystème, bien proportionné, parce que Genève est petit en regard d'autres, mais extrêmement small is powerful, extrêmement puissant, et que précisément cet effet d'entraînement, ça vaut la peine de le concrétiser ici. Et pour le moment, on a un certain succès. Alors dans des niches, on essaye beaucoup de développer, et je joue sur la double casquette sécurité-économie, la sécurité de l'information. La Suisse en général apparaît, mais c'est à double tranchant, comme un bon coffre-fort. Ça l'était avant dans le domaine bancaire, ça peut l'être aujourd'hui au niveau des données. C'est à double tranchant parce que, évidemment, quand on est en charge de la sécurité et notamment de la lutte contre le terrorisme, on devient un peu schizophrène parce qu'on veut à la fois protéger et faire en sorte qu'on ait véritablement une sûreté de l'information, mais aussi y avoir quand même accès pour pouvoir protéger l'intégrité physique de nos concitoyens. Mais c'est un débat intéressant et typiquement, je réponds ici à la question que vous ne m'avez pas posée, comme ça vous permet de réfléchir à d'autres. Il y a une dimension sur laquelle je pense que le rôle de l'État est essentiel et les privés nous le demandent de plus en plus, c'est d'organiser le débat éthique autour du digital. Parce qu'évidemment que si c'est l'économie privée qui l'organise, elle est toujours suspecte de ne pas forcément vouloir régler ces conflits d'intérêts. Et quel endroit meilleur que Genève, où se situent toutes les organisations internationales qui élaborent la codification mondiale en matière de commerce, de télécom, de santé, de propriété intellectuelle, pour poser ce débat, avec des privés aussi, je pense ici aux institutions de certification, SGS, ISO, etc., mais avec le public, l'OMPI, la certification, la propriété intellectuelle et le droit des brevets est essentiel pour ouvrir cette discussion sur l'éthique, sur les limites que l'on veut poser ou pas à l'intelligence artificielle. Je pense que là, on a un rôle à jouer en tant qu'entité publique. Merci. D'autres questions pour Pierre Maudet? Alors, tout là-haut. Bonjour, Christelle Maire. J'aurais aimé savoir, par rapport au digital et au numérique, comment, en étant ministre, en étant responsable au niveau de l'économie, comment vous arrivez à protéger les petits commerçants, les boutiques, pour pas disparaître et avoir en fait des villes fantômes et, je dirais, uniquement des grandes enseignes. Donc, réduction de l'intérêt de venir visiter une ville, etc. Je prends l'exemple de Carouge, où nombre de commerces a disparu puisque les gens vont acheter en ligne. Et il n'y a plus du tout d'intérêt. Comment, au niveau de l'économie, vous arrivez à protéger ça au niveau du canton de Genève? Ouais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que les petits commerces qui restent, et j'avais l'exemple en discutant avec une commerçante récemment de Carouge, justement, qui vend dans un créneau très particulier qui est celui des robes de mariée, elle avait le sentiment que Internet, non seulement s'était substitué dans les ventes, mais en plus, elle avait transformé en showroom. C'est-à-dire que les gens viennent tester.
Et puis ensuite, ils cherchent sur Internet. Alors, la chance qu'elle a, c'est que sur un marché de niche comme celui de la robe de mariée, c'est quand même difficile de trouver l'idéal sur Internet, mais pour répondre à votre question et sans accentuer la difficulté qui se présente à nous, j'ai répondu un peu tout à l'heure à travers l'exemple des restaurants. Ce qu'on essaye de faire avec les commerçants par branche d'activité, c'est de montrer en quoi Internet peut aussi quand même représenter pour eux une porte d'entrée, une porte d'accès, et que c'est problématique de ne pas y être aujourd'hui, et qu'on a des solutions clés en main avec des agences de la place pour pas cher, qui peuvent offrir une première vitrine, que Internet, à l'inverse de ce que vous évoquez dans votre question, peut constituer peut-être parfois pour une certaine clientèle le premier contact et l'intérêt de venir voir. Au-delà de ça, et c'est le sens de votre question, ce qu'on essaye de faire, parce que les protéger de la numérisation, ça n'a pas de sens, c'est un combat voué à l'échec d'emblée. Alors, ce que l'on essaye de développer, mais c'est une réflexion qui est en cours, c'est de se dire aujourd'hui l'acte d'achat dans un commerce, c'est quand même procurer une certaine émotion, c'est procurer une expérience. Et si l'on voit la façon dont le commerce s'est développé, je laisse de côté le e-commerce qui s'est développé massivement, mais le commerce donc réel, c'est notamment des malls, c'est notamment des attractions, c'est notamment dans un certain nombre de villes, des événements qui se créent. Alors en période qui précède Noël, c'est les marchés de Noël, c'est un peu moins populaire l'année passée pour les raisons que l'on sait, mais c'est donc veiller à créer une atmosphère et une ambiance. Et alors là, à Genève, on a du boulot, hein. Ouais, mais ce que j'essaye de dire aux commerçants, c'est, voilà, soyez partie prenante parce qu'aujourd'hui, non seulement vous avez de la peine, pour la plupart d'entre vous, à réaliser qu'Internet pourrait être une porte d'entrée plus qu'une menace, mais mettez alors au moins, affichez au moins la vitrine numérique qu'est la vôtre, mais au-delà de ça, mettez en commun dans une rue, dans un quartier, dans une ville, dans un espace, et Carouge pour ça c'est idéal, c'est un périmètre identifié si on parle notamment du vieux Carouge, les moyens, et ce n'est pas forcément des moyens financiers, c'est peut-être un petit peu plus de sens de l'accueil, et là on a des choses très inégales dans les commerçants genevois, c'est comme pour les taxis, mettez-vous en commun pour essayer de créer cette émotion et ce changement d'atmosphère. Alors on me répond, ouais, mais il faudrait au moins que les conditions cadres s'assouplissent. Alors on vient de voter sur 4 dimanches par année. Voilà, c'est un élément, c'est minime par rapport à la France qui vient, les lois Macron qui déploient leurs effets, de voter pour 12 dimanches par année. Mais je pense que ça passe par ça. Et le rôle de l'État, là, c'est essayer d'appuyer les pouvoirs économiques, les milieux économiques, pour créer cette atmosphère, créer cette ambiance. Je pense qu'il y a toujours un public, même plus que jamais un public, pour vivre quelque chose, vivre une expérience à travers un commerce, pour se laisser emballer, c'est le cas de le dire, par tel ou tel produit. Mais pour ça, il faut créer l'atmosphère, créer l'attraction. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question pour Pierre? Non? Les gens sont Si, j'en vois une là. Ah voilà. Alors madame. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre phrase, la politique et l'art, de rendre possible ce qui est nécessaire. Je pense aussi on peut vous féliciter pour votre art votre discours. Pour l'art de votre discours. Moi, j'aurais souhaité que vous vous exprimiez par rapport aux titres qui ont paru aujourd'hui dans la presse, qui disent la Suisse ne se précipite pas dans le numérique. Et c'est un discours par rapport, évidemment, à notre conseiller fédéral, Schneiderman. Qu'est-ce que, en fait, c'est aujourd'hui paru dans la presse. J'aurais souhaité que vous vous exprimiez par rapport à ça. Bon, d'abord, j'aime beaucoup le conseiller fédéral Schneiderman et je pense qu'il fait très bien son travail, mais il le fait en 2017. Et l'ennui, c'est que dans ma conception de la politique, il faut évidemment travailler sur 2017. Voilà, aujourd'hui, je me coltine toute une série de dossiers qui sont très immédiats. L'arrivée du président chinois la semaine prochaine, les négociations chypriotes, les ennuis avec la police, les prisons, les machins, etc. Et donc, dans l'activité courante du politicien, on est toujours centré sur le présent. On a un Parlement qui nous casse les pieds, qui nous demande des comptes sur le passé. Donc, on essaie d'expliquer pourquoi on n'avait pas prédit correctement le passé. Mais on est assez peu enclin à développer une vision sur le futur. Idéalement, je vous dis franchement, j'aurais adoré passer la journée avec vous, écouter ce qui se dit là, réfléchir, interagir, mais voilà, je viens à 14h, je pars à 14h30, c'est une séquence dans une journée d'environ 18h, et donc tout ça pour expliquer que pour un conseiller fédéral, c'est de façon 100 fois pire. Donc,
ce qui me navre dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a tout pour bien faire. Que les Suisses, c'est des gens besogneux, c'est des gens qui ont le potentiel pour. C'est, et je le vois en termes de promotion économique, parce que c'est un atout qu'on met peu en avant, une proximité entre les autorités et le terrain qui est très forte, mais une difficulté de se projeter. Vous savez ce qu'on dit des Suisses, en général, ils se lèvent tôt, mais ils se réveillent tard. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et là, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et on le voit dans le dossier de la numérisation, de la digitalisation, c'est que l'histoire ne pardonne pas à ceux qui ont loupé le train. Mais alors, encore moins maintenant, parce qu'il y a un phénomène d'accélération qui est puissant. Et j'ai l'impression qu'il nous manque en Suisse la capacité de s'entraîner à s'adapter rapidement. On s'adapte naturellement à toutes sortes de situations. Et comme ministre de l'économie, je le vois bien, on nous a prédit 36 fois des catastrophes, des difficultés, des votations qui seraient très difficiles, qui seraient difficiles de se relever. La dernière en date, c'était celle sur l'immigration de masse, qui nous pose de vrais problèmes. Enfin, on voit qu'on arrive quand même à trouver des solutions. Le problème, c'est que le rythme s'accélère et qu'à un moment ou un autre, on va décrocher. Donc j'estime que mon job, c'est pas de prévoir le futur, mais c'est de faire en sorte que chacune et chacun ait confiance dans notre capacité de continuer de pouvoir s'adapter à des situations qui vont considérablement évoluer dans un rythme considérablement plus rapide. Et de ce point de vue-là, la communication de la Confédération, je trouve qu'elle est mauvaise. Je trouve qu'elle ne donne pas le bon signal. Elle donne le sentiment que, voilà, dans l'écran radar du champ politique, on a identifié le problème du numérique à côté du problème du subventionnement des vaches, donc dans le domaine de l'agriculture, du registre des armes à feu, des quotas dans tel ou tel domaine, mais que c'est pas pris pour ce que ça devrait être, c'est-à-dire comme quelque chose de très transversal et qui va bouleverser notre société et qui peut aussi représenter ce potentiel. C'est ça que je critique un peu. Mais là, c'est le rôle des jeunes voix dans la Confédération de booster et de secouer un petit peu. Puis après, je ne critique pas trop non plus, parce que je pense que Genève a encore beaucoup de choses à faire aussi. On est éminemment critiquable aussi sur la capacité de secouer ici les acteurs locaux. Je vous donne un dernier exemple, parce qu'il m'a frappé, je regardais les chiffres. Sur 2015, pour 2016, on ne les a pas encore de façon consolidée, les chiffres de ce que l'on arrive à attirer en termes de venture capital sur l'arc lémanique. C'est très intéressant. On a un peu plus de 40% du venture capital de Suisse qu'on arrive à attirer ici. Donc c'est plus que Zurich, c'est plus que Bâle. C'est vraiment frappant de voir à quel point l'écosystème qui tourne autour de la médecine, beaucoup autour de l'EPFL aussi, des deux universités de Genève, de Lausanne, du CERN, qu'on oublie souvent de citer, mais qui est un facteur, un accélérateur non seulement de particules, mais de financement, rend possible. Alors 40%, on se dit c'est énorme. Quand on regarde les chiffres dans l'absolu, c'est un peu moins de 500 millions. Mais quand on se compare à ce qui se passe, notamment du côté de la côte ouest américaine, on est des nains. Or, et quand on regarde la structure maintenant d'où proviennent les fonds proviennent essentiellement de l'étranger. Pourtant, il y a du fric ici. On a plein de fric. Il y a plein de gens qui seraient susceptibles d'investir d'ici, j'entends, qui sont d'ici. Et je commence par citer une catégorie de grands acteurs. Ça me désespère de voir la difficulté de les convaincre, c'est les fonds de pension. Mais non, les bleus qui sortent de leur zone de confort parce qu'il n'y aura plus les rendements prévus dans quelques temps, et même déjà aujourd'hui avec les taux négatifs c'est difficile. Il faut que l'on mobilise ces masses qui sont là, qui dorment, sur du venture capital, sur du risque, sur de l'innovation. Et ça pour moi c'est un enjeu majeur. J'aurais aimé que le Conseil fédéral tienne ce discours hier. Merci. J'aimerais remercier Pierre Maudet à 3 titres. Le premier c'est pour... Le premier, c'est pour son intervention d'aujourd'hui. Vous voyez, il nous a tout de suite répondu oui. Il a tout de suite été ici. Je peux vous dire qu'il n'est pas tout seul, il a une équipe formidable autour de lui. Nous qui sommes dans le secteur plutôt privé, on essaye de faire aussi avancer les choses. On a une super écoute de Pierre et de son équipe. Et la troisième chose, c'est que le fait qu'on soit à l'Université de Genève, ça illustre bien que si on arrive à mettre des ponts entre le privé et le public, c'est comme ça qu'on va gagner. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Et ça m'offre le troisième remerciement, c'est le parfait tremplin pour introduire le professeur Badillo. Merci Pierre, à bientôt. Merci, bon après-midi.